Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'émission des solutions, votre rendez-vous préféré si vous êtes adepte du journalisme constructif. Je suis aujourd'hui accompagnée de mes collègues Sophie Cassal, bonjour. Bonjour Roxane. Flora Zanichelli, bonjour. Bonjour. Maëlle Jolot, bonjour. Bonjour. Et notre invitée Ingrid Chanefaux, bonjour. Bonjour Roxane. Comment allez-vous mesdames aujourd'hui ? Ça va bien. Ouais, bon, ça va, nickel. Cette émission, elle est consacrée aujourd'hui à un sujet qu'on dévore tous et toutes, bien évidemment, l'alimentation. Mais le côté un peu moins glamour, ce sont les intoxications alimentaires. Alors, je voulais savoir comment s'est imposé ce sujet, Sophie. En fait, Roxane, depuis le printemps, l'actualité nationale a été marquée par une série de scandales alimentaires. Il y a eu l'intoxication aux œufs Kinder, il y a eu l'intoxication aux pizzas surgelées, etc. Donc on s'est dit, tiens, c'est quand même une thématique qui interpelle et au-delà des faits qui sont traités, comment on peut creuser la question. Donc comme avant chaque dossier solution, on soumet 3 sujets au vote de nos lecteurs. Donc celui-là a fait partie du trio proposé et il s'est imposé. Il s'est imposé vraiment et ça nous a surpris parce qu'en face, il y avait notamment la question de la canicule. On l'a quand même fait voter fin juin. Il faisait déjà très, très chaud dans notre région. Comment faire face à la canicule ? Comment adapter les villes ? C'est pas le sujet qui a retenu l'attention de nos lecteurs. C'était vraiment l'alimentation, ce qu'ils mettent dans leur assiette. Alors, en même temps, l'alimentation, la nourriture, c'est la vie, quoi, aussi. C'est pas faux. Eh oui. Mais du coup, vous l'avez traité comment, ce sujet ? Alors, on a évidemment réfléchi en réunion de rédaction. On s'est dit quelles sont les questions qu'on peut creuser. Alors, c'était évidemment comment s'assurer de la qualité de ce qu'on met dans nos assiettes, mais également au-delà, c'est-à-dire qui assure les contrôles, que ce soit dans les usines agroalimentaires de production d'aliments, mais également dans les restaurants, parce qu'on va au restaurant, donc qui contrôle. Donc voilà, on s'est intéressé à cette question. Et là, un des points aussi qui était intéressant pour nous, c'était de voir comment nous, citoyens, à notre échelle, comment nous, consommateurs, on est aussi acteurs de notre consommation et de notre santé. Non, mais c'est clair que c'est un sujet plus que concernant. Je suppose qu'autour de cette table, on a toutes au moins une fois une intoxication alimentaire, n'est-ce pas ? Oui, Flora me regarde toujours avec un air très C'est vraiment un bon souvenir. On sent que c'est douloureux. Mais t'inquiète pas, on va pas aller plus loin là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et justement, donc, pour y remédier à ce problème des intoxications alimentaires, Ingrid nous expliquera donc comment éviter ce problème en mangeant justement des produits non transformés et ou frais. Alors, mais justement, est-ce que c'est vraiment la solution ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Et ça, on va voir ça avec Flora qui, elle, s'est concentrée sur ce que contiennent les produits transformés. Et on voit ça tout de suite. Jingle ! Entrons donc dans le vif du sujet avec ce petit focus sur l'un des contenus du dossier, donc les aliments transformés. Sont-ils si mauvais ? Est-ce qu'on peut arrêter d'en consommer ? Comment ? Pour en parler justement, nous avons sur ce plateau Ingrid Chanefaux. Bonjour. Bonjour. Encore une fois, merci d'être avec nous. Maëlle, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi est-ce que tu as décidé d'inviter Ingrid ? Oui, alors en fait, les produits transformés, comme on le sait tous, ils sont souvent pointés du doigt lorsqu'il y a une intoxication alimentaire. Et du coup, je me suis demandé, mais est-ce que c'est possible en fait de consommer des produits non transformés, donc des produits vraiment bruts ? Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé Ingrid qui cuisine tout elle-même, qui achète tous ses produits bruts et qui les transforme elle-même. Donc je l'ai accompagnée dans une épicerie en vrac et puis ensuite au marché, là où elle va faire ses courses. Puis ensuite, on est allé chez elle pour faire une recette de houmous fait maison. Donc voilà, je vous laisse peut-être regarder tout ça. Tout à fait, on regarde un extrait du reportage tout de suite. Un petit peu de sel peut-être. L'avantage, c'est qu'on peut trouver du bio et du non bio, des produits aussi locaux, des produits français, donc il y en a vraiment, je dirais, un peu pour tous les goûts. En fait, sur le non transformé, on est vraiment sûr de pouvoir maîtriser la composition, donc il n'y a pas de produits chimiques ou même non chimiques qui ont été rajoutés, donc je dirais c'est vraiment sécurité alimentaire, on maîtrise complètement la chaîne de production puisqu'il n'y a pas eu de transformation, voilà, arrive à la maison, on se fait après notre petite popote et on sait exactement ce qu'on a mis dedans.
Très instructif du coup ce reportage, Ingrid. Justement, ce que je voulais savoir par rapport à ça, c'est je suppose que manger des produits non transformés, c'est quand même meilleur pour la santé. Et si oui, en quoi ? Alors oui, effectivement, c'est meilleur pour la santé. Je le disais dans le reportage, au niveau de la composition, du coup, de le faire soi-même, on maîtrise complètement ce qu'on y met. Et je dirais deuxième argument, l'alimentation transformée, en fait, c'est invité dans nos assiettes depuis environ 50 ans, alors que notre espèce a plus de 2 millions d'années. Et en fait, on est vraiment... on ne s'est pas adapté à cette transformation encore. Nos organismes sont faits pour digérer des aliments bruts. Et en fait, le fait aussi d'avoir des aliments transformés, on a beaucoup plus de mal à éliminer les toxines qui sont produites par notre organisme. Et alors Ingrid, justement, quel était le déclic pour vous ? Vous m'avez parlé d'une anecdote que j'adore absolument sur les crevettes. Une allergie aux crevettes, est-ce que vous pouvez la raconter à tout le monde ? Oui, alors en fait, c'était il y a quelques années, à l'époque où je mangeais encore donc des aliments carnés. J'ai consommé des crevettes, voilà, enfin après, a priori des crevettes, de tout ce qu'il y a de plus basique, mais j'ai fait une réaction quand même assez grave avec un œdème, etc. Donc ça a quand même fini à l'hôpital cette histoire. Donc, donc après, du coup, je suis allée voir un allergologue et donc il m'a fait le test au niveau cutané et en fait, donc avec des crevettes, je dirais normales. Et en fait, il s'est avéré que j'ai pas fait d'allergie à ce moment-là. Et là, l'allergologue m'a dit, en fait, vous avez sûrement fait une réaction aux colorants chimiques qui sont dans les crevettes, donc qui leur donnent cette belle petite coloration rose qui fait bien envie et pas directement à la crevette. Voilà, donc allergie aux colorants. Alors évidemment, personne ne savait, même pas le restaurateur, qu'il y avait des colorants dans ces crevettes. Donc, je suis pas retournée le voir non plus. Mais... J'imagine. Attends, j'imagine, mais c'est terrible quand même. C'est quand même une histoire assez folle. Et moi, j'avais une autre question, en fait, en faisant ce reportage, c'était celle du prix. Oui. Est-ce que votre budget a augmenté depuis que vous cuisinez tout vous-même ? Alors non, pas vraiment. Alors justement, pour revenir sur le reportage, j'ai fait un petit calcul rapide donc, pour la recette du houmous. Donc en fait, ce houmous, il me revient à peu près à 4,60 € le kilo. Et je suis allée regarder dans un magasin un petit pot de houmous, à combien il était vendu, donc vraiment un houmous lambda. Donc là, on est sur un pot de 175 grammes à 2,89 €. Ouais. Donc, et si on rapporte donc à 4,60 € le kilo, en fait, mon houmous, il me revient à 75 centimes pour la même quantité. Voilà, donc c'est parlant. Ça, c'est clairement beaucoup plus intéressant, quoi, du coup. Hein. Voilà, donc la réponse c'est non, c'est pas forcément plus cher. C'est pas forcément plus cher. Et je vous posais la question parce que je me disais justement, il y a sûrement des lecteurs et téléspectateurs qui se posent aussi la question. Et c'est vrai que les limites budgétaires, des fois, ça peut freiner certaines personnes qui veulent justement faire cette transition. Donc justement, est-ce que vous avez des conseils pour faire cette transition donc, vers des aliments plus bruts, tout cuisiner soi-même, éviter les aliments transformés voilà, pour la faire en douceur, en fait, cette transition, quels seraient vos conseils ? Oui, alors vous l'avez dit, donc cuisiner un maximum de choses soi-même, donc ça suppose un petit peu de s'organiser, mais il n'y a rien d'irrémédiable, et surtout du coup d'aller faire son marché, d'acheter exactement les aliments, la quantité dont on a besoin, donc ça sert à rien non plus de stocker des fois des mois ou des fois même des années, donc là au moins on maîtrise complètement ce qu'on met dans nos frigos et nos assiettes. De très bons conseils. En tout cas, merci Ingrid. Surtout que, j'avoue que moi, personnellement, des produits transformés, j'en achète parce que, je ne suis pas une très grande cuisinière. Je n'ai pas non plus tout le temps, donc je n'arrive pas à tout le temps cuisiner, faire les choses bien, etc. D'ailleurs, je voulais savoir, Flora, tu as enquêté sur la question des produits transformés. Qu'est-ce qui en est ressorti ? En fait, on a décidé de décrypter les étiquettes. Donc, ce grand qui chantier. indique... Très grand chantier, un peu fastidieux, je ne le cache pas. On avait un petit peu enquêté dans la rédaction au début, mais vous lisez vos étiquettes. Ah non, pas du tout, machin, ça me parle pas. Enfin, les gens avaient l'air assez affolés à l'idée de décrypter une étiquette. Donc on s'est dit, on va quand même essayer de comprendre parce qu'effectivement, tout le monde n'achète pas que des produits bruts et puis il y a quand même des choses intéressantes à comprendre. Donc en fait, il y a 3 choses à retenir quand on décrypte les étiquettes et qu'on les lit. C'est d'abord, la première chose, les
composants qui sont les ingrédients qui vont composer le produit vont être classés par quantité, c'est-à-dire que les premiers ingrédients que vous lisez sur les étiquettes sont ceux qui vont être le plus présents dans le produit. Donc par exemple, je prends l'exemple de la fameuse pâte à tartiner qu'adorent les Français. Oui, qu'on connaît tous. Voilà, très bien. Bon, il y a plusieurs sortes de pâte à tartiner, mais bon, si vous lisez l'étiquette et que la première ingrédient c'est les noisettes, bon bah là tout va très bien, Madame la Marquise, comme on dit. Mais en revanche, si vous lisez que c'est l'huile de palme, bon bah là, au secours, quoi, voilà, problème. Bon, ça arrive pas forcément, mais voilà, c'est juste pour dire bien attention à l'ordre des ingrédients, c'est ce qui va déterminer leur quantité. Donc, dans un deuxième temps, vous pouvez aussi regarder quels sont ces ingrédients exactement. Est-ce que ce sont des ingrédients que vous allez trouver dans vos placards ou est-ce que ce sont des ingrédients qui jamais vous n'auriez chez vous? Je prends des exemples. Par exemple, voilà, si vous avez comme composants dans vos produits du beurre, du chocolat, de la farine, du sucre, bon là ça va. Vous ouvrez au placard, normalement vous en avez. En revanche, si vous avez des choses comme les émulsifiants ou alors le sirop de glucose ou voilà, enfin... c'est moins commun, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Les protéines de lait, enfin, c'est quand même des choses qu'on lit sur les étiquettes. Là, voilà, vous pouvez vous dire c'est un petit peu moins naturel quand même. Voilà. Et en troisième position, on va avoir ces fameux additifs donc, qui inquiétaient tout le monde à l'idée de déchiffrer les étiquettes. Bah oui, c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Les additifs, donc, ce sont, on les voit aussi sous forme de code avec E suivi de 100, 200, 300. Et donc, ils correspondent à des colorants, des émulsifiants, des colorants dont on parlait tout à l'heure. Donc, tous ne sont pas forcément mauvais pour la santé, c'est ce qu'il faut retenir. Par exemple, on a le E300 qui correspond à la vitamine C et qui est un antioxydant. En revanche, plus récemment, dans l'actualité, on a parlé des nitrites et nitrates qui, eux, vont être classés sous E249 à E252 et qui, là, par contre, ont des propriétés cancérogènes. C'est ce qui a été révélé. Donc voilà, ça peut être beaucoup plus dangereux pour la santé. Donc voilà, ce sont à peu près les 3 choses auxquelles il faut faire attention quand on lit. Oui, c'est ces fameuses couleurs, en fait. C'est ce qui donne la couleur rose au jambon. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des pays où, à l'étranger où il n'y a pas la même couleur. Enfin, les procédés de fabrication sont un peu différents, mais du coup, c'est qu'on consomme tous ce jambon rose. Le nitrite et nitrate, ce sont des conservateurs aussi. Donc, effectivement, c'est ce qui va permettre de garder le jambon et de lui conserver cette couleur-là. Et malheureusement, mauvaise pour la santé, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a un beau reportage vidéo qui a été fait aussi à découvrir sur nos sites et qui explique bien tous les éléments autour des nitrites et nitrates. Oui, tout à fait. On peut le retrouver sur le site internet. Ça fait de quoi faire, quoi, au final. C'est une bonne charge mentale, quand même, la lecture des étiquettes et l'alimentation. D'ailleurs, vous, autour de la table, est-ce que la lecture des étiquettes, c'est quelque chose que vous maîtrisez, Ingrid? Oui, ça va, quand même, ce niveau-là. J'ai pas beaucoup d'étiquettes. Donc, ça aide, quand même. Oui. Moi, je m'arrête à la première étape décrite par Flora, c'est-à-dire les mots que je comprends. Alors effectivement, je regarde les aliments qui composent le produit. Et là, j'avoue, j'essaie d'éviter quand je vois des produits qu'on sait pas bon pour la santé d'acheter. Mais là où je suis complètement perdue, effectivement, c'est tous ces produits classés sous E300, 400, 500. Voilà, je sais pas ce que ça recoupe. Et je pense même en se renseignant, c'est compliqué. Alors, il faudrait peut-être 2 heures pour faire ses courses pour arriver à tout comprendre. Donc effectivement, peut-être la solution, c'est éviter tous ces produits transformés. Ça nous exonère en tout cas de la lecture des étiquettes. On trouve quand même en supermarché des produits, je pense aux petits biscuits, moi j'aime bien, je suis un petit peu gourmande. Non mais il y a des choses où effectivement on voit beurre, chocolat, sucre, là il n'y a pas de doute. Et oui, c'est assez simple comme liste d'ingrédients aussi, c'est clair. Ouais. Et toi Maëlle? Très mauvais élève. Je te rejoins. Je regardais à peine les étiquettes avant de découvrir le sujet de Flora. Moi, je pars du principe que plus courte est la liste, le mieux c'est, mais j'ai encore des progrès à faire de ce côté-là. Dans son effet. Il me semble d'ailleurs, Flora, que tu avais un chiffre qui était assez étonnant d'ailleurs sur la Oui, tout à fait. En fait, donc, en faisant des recherches sur ce décryptage, j'ai découvert qu'il y avait une étude qui était sortie et qui démontrait qu'en fait, les personnes qui lisent leurs étiquettes pèsent en moyenne 4 kilos de moins que les autres. Donc, ça prouve quand même qu'effectivement, décrypter, se renseigner, c'est quand même très bon pour la santé, que ce soit au niveau du poids ou effectivement de ce qu'on ingurgite. Voilà. Ça, en tout cas, c'est une surprise, une sacrée surprise. Et d'ailleurs, c'est le moment de passer à notre prochaine partie, qui est la surprise. Et si
si vous regardez cette émission régulièrement, vous savez qu'une enquête réserve donc toujours son lot de surprises. Et qu'est-ce qui a étonné nos journalistes pendant cette enquête? Justement, Flora, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, la surprise, pour ma part, elle est intervenue quand j'ai travaillé sur la chaîne du froid. Donc, la chaîne du froid, c'est la température que va avoir un produit de son moment de production à le moment où on le dépose dans notre frigo. Donc, voilà, il y a une température à respecter qui est d'ailleurs inscrite sur les produits. Donc, vous pouvez regarder là aussi. Et donc, en fait, sur ce sujet de la chaîne du froid, j'ai découvert qu'il y avait une unité de recherche qui est à l'Institut national de la recherche de l'agronomie et de l'environnement, l'INRAE, qui s'occupe en fait de réaliser des travaux sur le domaine frigorifique. Et en fait, ces chercheurs, il y a quelques années de ça, ils ont mis des petits capteurs sur les produits pour suivre effectivement et voir s'il y avait des ruptures de la chaîne du froid. Donc, de leur production à leur consommation. Et vous ne devinerez jamais qui est le maillon faible de la chaîne. Non, j'aimerais bien y réfléchir, mais j'étais vraiment, vraiment nulle en physique-chimie à l'école. Eh bien, écoutez, le maillon chaîne... le maillon faible. Eh bien, écoutez, le maillon faible de la chaîne, eh bien, ce sont nous, les consommateurs, en fait. Mais non. Si, c'est tout à fait nous qui rompons la fameuse chaîne du froid, notamment quand nous transportons nos denrées entre le supermarché et chez nous. Donc voilà, trajet en voiture, on met tout dans les sacs plastiques, et puis après, voilà, surtout avec ces temps caniculaires, par exemple, ça peut être assez affreux. Et donc voilà, on s'est rendu compte que les personnes, surtout même quand aussi elles les mettent dans leur frigo, elles ne savent pas forcément bien conserver leurs produits, et donc c'était ça qui causait une rupture de la chaîne du froid, ce qui est vraiment problématique, notamment quand on rompt cette chaîne du froid, le produit s'abîme, et après nous-mêmes, on peut tomber malade et avoir une intoxication. Mais du coup, on peut faire quoi, nous, à notre échelle, justement, pour changer ça? Eh bien, il y a des petites choses assez simples à mettre en place. Je te vois sourire directement quand tu dis des petites choses. Non, parce que moi-même, ça a changé un petit peu mes habitudes. C'est ça qui est incroyable. Donc avant, voilà, j'étais vraiment la team sac plastique. Rebelle, on met tout dans la voiture et on part comme ça. Et en fait, là, j'ai dit, il peut peut-être y avoir un problème. Donc maintenant, j'ai une petite glacière. On peut prendre une petite glacière. On met les produits frais à l'intérieur. Et comme ça, quand on fait nos courses, ils sont bien conservés. Il faut bien tasser à l'intérieur de la glacière pour pas qu'il y ait de l'air. Voilà. J'ai jamais utilisé de glacière pour faire mes courses. Mais ça se fait assez facilement. Il suffit de la rajouter dans son sac. Je vais regarder après l'émission si je vois plus de gens avec des glacières. J'irai les voir. Vous avez écouté Flora. Ça peut être aussi quand on achète ces produits frais, les acheter en dernier, par exemple, pour éviter de faire tout le supermarché avec. Donc voilà. Et puis après, quand on est chez soi, bien contrôler, là où on les range dans son frigo, là aussi, on a tout expliqué dans des articles. Il y a des zones chaudes, des zones froides. Donc certains produits, faut les mettre à certains endroits du frigo. Voilà. Et il y a la fréquence, je crois, de nettoyage du frigo. Oui, aussi, tout à fait. Enfin, aussi que l'air circule bien dans le frigo, ça on m'a bien aussi dit que c'était important. Et la fréquence de nettoyage, une fois par semaine à peu près. Donc, voilà, je sais pas bon, si voilà. on y est autour de cette date, mais bon. Non, moi je n'y suis pas en tout cas. Je sais pas, vous mesdames, vous y êtes pas? Non. Ah, tu veux pas répondre, Sophie? No comment. No comment. Mais voilà. C'est vrai que là aussi, ces facteurs ça crée des problèmes effectivement dans la conservation des aliments et le fait que les frigos soient pas très bien entretenus. Bah oui, parce que moi en tout cas, j'ai appris que je ne suis pas du tout au point sur la question de la chaîne du froid. Donc je ne sais pas vous. Dites-nous en commentaire, vous si vous êtes un peu mieux que nous, en tout cas moi, ce serait cool. Et on va passer du coup à notre dernière partie. Jingle. C'était bien complet tout ça, mais justement, est-ce qu'il y a un angle, ou plusieurs même, que vous nous auriez voulu traiter pendant ce dossier, Flora ? Oui, alors on a parlé des consommateurs et voilà, je dirais même consommateurs en fait. Oh là 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 là, j'attendais qu'elle a cale la formule. Je l'attendais. J'aurais dû faire un bisou. Ça m'est trotté dans la tête. Mais là, oui, je sais, qu'on avait préparé l'émission, mais c'est voilà, beau, il fallait que je la place. Non, c'est beau. Et en fait, non, je trouvais que c'était très intéressant. Effectivement, j'ai fait tout aussi un article sur les différentes applications qui servent à contrôler, à regarder ce qui compose les produits
produits qu'on achète. Et effectivement, c'est intéressant de voir que depuis l'utilisation de ces applications, il y a un rapport de force qui s'est inversé, c'est-à-dire que les consommateurs ont pu dire nous, on est intéressés par ce qu'il y a dans les produits qu'on achète et ce qu'il y a à l'intérieur va déterminer notre choix en fait au moment de faire nos courses. Et il y a des industriels qui sont revenus sur leur composition, il y a aussi des industriels qui demandent aux personnes de participer à la composition et à la création de certains de leurs produits. Donc il y a vraiment cette idée d'associer le consommateur dans la création des produits, dans ce qui les compose. Et voilà, c'est ce rapport de force-là peut-être est en train de s'inverser. Il aurait été intéressant effectivement de le creuser, de voir jusqu'où ça pouvait nous mener. C'est clair, c'est super intéressant, c'est clair. Maëlle, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, que tu aurais voulu faire aussi? Tout à fait. C'est vrai que dans ce dossier, on s'est beaucoup concentré sur ce qu'il y avait avant, en fait, que faire avant pour éviter l'intoxication alimentaire. Et moi, je me suis aussi intéressée à ce qu'on pouvait faire après. Donc, une fois qu'on a une intoxication alimentaire, donc grave dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire un recours en fait juridique? Est-ce qu'on peut obtenir réparation? Donc, je me suis penchée sur la question. Et mon objectif premier, c'était de trouver des victimes pour raconter leurs galères dans les recours juridiques. Sauf que les galères sont telles que je n'ai trouvé aucune victime. Tout simplement, donc j'ai pas vraiment pu parler de ça, donc du coup je me suis rabattue en fait sur une avocate, Nathalie Goutalan, qui est sur Montpellier, et qui alors en fait c'est marrant, elle a travaillé dans les services vétérinaires pendant 22 ans, donc elle connaît très bien le milieu, et elle a décidé de se reconvertir en avocate pour se spécialiser dans le droit de la sécurité alimentaire, parce que justement elle s'est rendue compte qu'il y avait un vrai manque à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui il n'y a toujours pas de spécialité en fait droit sécurité alimentaire, ce qui fait aussi que les victimes sont très mal accompagnées et souvent n'arrivent pas à prouver le lien en fait, n'arrivent pas à prouver l'intoxication et donc n'obtiennent pas réparation. Mais du coup c'est vraiment ça en fait, c'est ce dernier point là que tu expliques, la question du lien de la preuve qui est ultra problématique pour les victimes, c'est ça pour enclencher après des démarches. Ça. Exactement. Quand on subit donc une intoxication alimentaire grave, la première chose à faire, c'est de établir un lien entre l'aliment infecté et l'intoxication. Donc pour ça, on va avoir besoin d'analyses qui vont essayer de retrouver la bactérie dans l'aliment et dans les selles du malade. Sauf que pour faire cette analyse, il faut déjà prouver qu'il y a eu consommation. Et donc cette preuve, ça passe par garder les tickets de restaurant chez soi, garder un bout du repas dans le meilleur des cas, mais ça n'arrive quasiment jamais. Ouais, c'est ça, c'est super compliqué, c'est quasi impossible en fait de prévoir ce genre de choses, quoi. Donc en fait, dans la plupart des cas, on n'arrive pas à prouver qu'il y a eu, on n'arrive pas à faire de lien en fait entre l'aliment et l'intoxication, et du coup on ne peut pas obtenir réparation derrière. Et puis il y a une autre chose, si on arrive à prouver ça, ensuite il faut savoir en fait à quel endroit de la chaîne il y a eu une faute, parce que en fait, du produit brut à la consommation finale, la chaîne de production en fait, est énorme avec plein d'acteurs différents, avec plein de maillons. Et en fait, l'avocate Nathalie Goutalan m'expliquait que souvent, il n'y a pas qu'un seul responsable. Donc, ça revient à ce que Flora disait, où souvent le consommateur est responsable aussi. Mais il y a toujours plusieurs responsables. Et donc, il faut remonter toute cette chaîne et trouver là où il y a eu la faute, là où la bactérie a pu se développer. Et ça prend aussi énormément de temps. Donc, les recours souvent prennent des années. Et il faut aussi il faut des spécialistes, en fait. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Eh bien, merci mesdames pour toutes ces précisions. Alors, avant de nous quitter, comme vous savez, vous pouvez voter pour le thème du prochain dossier qui sera traité par l'équipe des solutions. Du coup, Sophie, est-ce que tu peux nous dire quels sont donc les prochains sujets ? Alors, comme le procès de l'attentat du 14 juillet s'ouvre la semaine prochaine, on s'est dit que c'était intéressant de traiter cette question, mais avec un pas de côté, et de se poser la question comment accompagner les victimes du terrorisme dans le temps. Donc, ce sera un des 3 sujets que nous ferons voter. Les 2 autres, il y aura la question de l'anxiété des 15-24 ans face à l'avenir. Et un dernier point, qui est aussi quelque chose qui est très préoccupant dans notre région, c'est le problème du logement, comment arriver à se loger. Donc ce sera comment se loger sans se ruiner, parce qu'effectivement on a l'impression qu'on atteint un palier, mais on ne l'atteint jamais, donc ça ne cesse de progresser. Et donc comment on se loge dans les Alpes-Maritimes et le Var. Oui, donc c'est clair que c'est un vrai problème aussi. Justement, comment et jusqu'à quand on peut voter ? Alors, la semaine prochaine, nos abonnés reçoivent tous les mardis une newsletter. Donc, dans cette newsletter, ils auront la console de vote, donc ils pourront voter. Et ils auront une semaine pour voter. Et après, nos lecteurs également, qui ne sont pas forcément abonnés, mais qui peuvent avoir envie de participer à ça, pourront voter en ligne sur nos sites internet, nismatin.com, varmatin.com et monacomatin.com.
Eh bien, merci à vous 4 qui êtes avec moi en plateau. Merci à Sophie Donzé, Franck Fernandez et Philippe Bertini à la régie. Merci à toutes les personnes qui ont aussi participé à ce dossier, donc Virginie Rabis, Gaël Belda et Quentin Lazeras. Merci à Chloé Wargard à la Créa. En attendant la prochaine émission, rendez-vous sur les réseaux sociaux et les sites du groupe Nice Matin. Et une dernière petite chose que je voulais préciser, un grand bravo à Maëlle pour sa toute première émission. Et on lui fait de gros bisous. Voilà. Merci à tous, à la prochaine.